We begin with breaking news from the Netherlands. Far-right lawmaker Geert Wilders has pulled his party out of the ruling four-party Dutch coalition in a dispute over migration. He announced his decision on social media. Les rues de La Haye ont explosé dans le chaos, des véhicules de police en feu, du gaz lacrymogène dans l'air et des milliers de citoyens en colère réclamant du changement. Ce n'est pas juste une autre manifestation, c'est le point d'ébullition d'une crise politique qui redessine les Pays-Bas et envoie des ondes de choc à travers l'Europe. Au centre de tout cela se trouve Geert Wilders, le politicien aux cheveux platine, devenu la figure la plus polarisante de la politique néerlandaise. Ce qui s'est passé le 20 septembre 2024 n'était pas juste une manifestation qui a mal tourné, c'était un signe avant-coureur de ce qui arrive en Europe. Restez avec moi pendant que nous décryptons les faits, la politique et les implications que les médias traditionnels ne vous diront pas. Commençons par ce qui s'est réellement passé à La Haye. Le 20 septembre, environ 1500 manifestants se sont rassemblés au parc Malieveld, réclamant des politiques migratoires plus strictes et un logement abordable pour les citoyens néerlandais. La manifestation avait été organisée par l'activiste de droite Els Recht, qui appelait à ce qu'elle a décrit comme la politique d'asile la plus dure jamais vue. Mais ce qui a commencé comme un rassemblement politique a rapidement dégénéré en chaos violent qui allait dominer les titres européens pendant plusieurs jours. Les scènes étaient dramatiques et troublantes. Des manifestants se sont détachés du rassemblement principal et ont envahi la 12, bloquant totalement la circulation entre La Haye et la frontière allemande. Lorsque la police est intervenue pour dégager la route, la situation a explosé. Les manifestants ont lancé des pierres et des bouteilles sur les officiers, ont incendié au moins un véhicule de police et se sont engagés dans des affrontements avec la police anti-émeute qui a répondu avec des canons à eau et du gaz lacrymogène. La fumée noire s'élevant des voitures de police en feu créait un décor apocalyptique sur le ciel, notamment paisible de La Haye. Mais la violence ne s'est pas arrêtée là. La foule a parcouru le centre-ville, ciblant le siège du parti centriste T66. Les fenêtres ont été brisées, les portes détruites et les manifestants ont tagué des slogans sur les murs, dont Pays-Bas d'abord et d'autres messages nationalistes. Le symbolisme était indéniable, il ne s'agissait pas seulement de politique migratoire, il s'agissait de la direction fondamentale de la société néerlandaise. Le timing de ces manifestations n'aurait pas pu être plus significatif. Elles ont eu lieu à quelques semaines des élections parlementaires cruciales prévues le 29 octobre dans un pays déjà frappé par l'instabilité politique. Le gouvernement actuel s'était effondré en juin lorsque Geert Wilders avait retiré son Freedom Party de la coalition au pouvoir, invoquant sa frustration face à ce qu'il appelait le rythme lent des réformes migratoires. Le Premier ministre Dick Schoof, fonctionnaire de carrière nommé comme candidat de compromis, a condamné la violence avec des termes forts. Sur les réseaux sociaux, il a écrit qu'il était complètement inacceptable que les émeutiers attaquent des responsables et vandalisent des bureaux de parti, mais sa condamnation a semblé creuse pour de nombreux observateurs qui voyaient les manifestations comme le résultat direct de l'incapacité du gouvernement à répondre à la frustration croissante du public sur les politiques migratoires et de logement. La réponse de la police a été rapide, mais a semblé dépassée par l'ampleur des troubles. Les officiers ont procédé à plus de 30 arrestations et ont signalé au moins 2 blessures parmi leurs rangs, plusieurs ayant subi des coupures et des contusions dues aux projectiles lancés. Les scènes ont été rappelées à beaucoup les troubles sociaux qui ont frappé d'autres capitales européennes ces dernières années, mais ici c'était différent. Cela se passait aux Pays-Bas, longtemps considérée comme l'une des sociétés les plus stables et tolérantes d'Europe. Ce qui a rendu la situation encore plus volatile, c'est la présence de divers éléments radicaux au sein de la foule, majoritairement pacifique, alors que l'organisatrice
Elsreich a plus tard affirmé vouloir une manifestation pacifique et a condamné la violence. Les sources de renseignement ont suggéré que des groupes extrémistes avaient infiltré la manifestation dans le but spécifique de provoquer des confrontations avec la police. La réponse de Geert Wilders à la violence a révélé les calculs complexes derrière sa stratégie politique. Contrairement à ce que certains auraient pu attendre, Wilders n'a pas embrassé les émeutiers comme des combattants de la liberté, il les a plutôt condamnés dans un langage typiquement direct, les qualifiant d'idiots et de racailles pour leurs attaques contre la police et les blocages d'autoroutes. Cette distance calculée avait plusieurs objectifs. Elle le protégeait légalement tout en lui permettant de maintenir son image de politicien attaché à l'ordre. Mais Wilders a rapidement recentré le récit sur son message principal concernant l'immigration. Dans une série de publications sur les réseaux sociaux, il a soutenu que les manifestations, bien que inacceptables dans leur forme violente, reflétaient une frustration réelle parmi les citoyens néerlandais ordinaires qui se sentent ignorés par l'establishment politique. Il s'est présenté comme le seul politicien prêt à répondre à des préoccupations par des voies politiques légitimes plutôt que par la violence de rue. La stratégie du leader du Freedom Party est devenue plus claire dans les jours qui ont suivi les manifestations. Plutôt que de reculer sur sa position dure en matière d'immigration, Wilders a doublé la mise, présentant un programme encore plus restrictif pour les élections à venir. Son parti préconise désormais un arrêt complet de l'immigration, la fermeture des centres d'accueil des migrants et l'expulsion immédiate des demandeurs d'asile à la frontière. Cela représente une escalade significative par rapport à ses positions précédentes et suggère qu'il voit l'opinion publique évoluer en sa faveur. Les sondages effectués après les manifestations ont montré que le Freedom Party de Wilders conservait son avance avec des projections suggérant qu'il pourrait remporter environ 33 sièges sur 150. Cela ferait d'eux le plus grand parti, mais toujours loin de la majorité absolue, ce qui signifie que Wilders aura besoin de partenaires de coalition pour former un gouvernement. Les manifestations aux Pays-Bas ne sont pas produites dans l'isolement, elles font partie d'un schéma plus large de mobilisation d'extrême droite à travers l'Europe. Geert Wilders a activement noué des relations avec des mouvements similaires dans les pays voisins, notamment le parti allemand Alternative for Deutschland, connu sous le nom d'AfD. En février 2025, lorsque l'AfD a réalisé une deuxième place historique aux élections fédérales allemandes avec 20,8% des voix, Wilders a rapidement félicité la dirigeante Alice Weidel. Son message sur les réseaux sociaux « Gratuliere Alice Weidel and AfD » a signalé une alliance croissante entre les partis d'extrême droite qui pourrait remodeler la politique européenne. Il ne s'agit pas seulement de félicitations entre politiciens partageant les mêmes idées, il y a des connexions stratégiques plus profondes à l'œuvre. Les deux partis partagent des plateformes similaires, opposition stricte à l'immigration, scepticisme envers l'Union européenne et appellent à ce qu'ils appellent les électeurs oubliés de la classe ouvrière qui se sentent abandonnés par les partis traditionnels. Ils ont également coordonné leurs messages sur des sujets comme la guerre en Ukraine, plaidant pour des négociations plutôt que pour un soutien militaire continu à Kiev. La relation s'étend au-delà des Pays-Bas et de l'Allemagne. Wilders est en lien avec Viktor Orban en Hongrie, le Rassemblement national de Marine Le Pen en France et d'autres partis d'extrême droite à travers le continent. Ils font partie du groupe Patriots for Europe au Parlement européen, qui est devenu le plus grand bloc d'extrême droite de l'histoire de l'Union européenne. Ce réseau est particulièrement significatif car ces partis apprennent les uns des autres. La forte performance de l'AfD dans l'est de l'Allemagne a fourni un modèle que d'autres partis d'extrême droite tentent de reproduire, tandis que le succès de Wilders à devenir le plus grand parti aux Pays-Bas, même sans pouvoir former un gouvernement,
montre le potentiel et les limites de la politique d'extrême droite dans des systèmes de coalition. L'incident de Magdeburg a encore complexifié le paysage politique. En décembre 2024, 6 personnes ont été tuées et près de 300 blessés lorsqu'une voiture a foncé dans la foule lors d'un marché de Noël. Initialement, beaucoup ont supposé un attentat islamiste, mais la réalité était plus compliquée et politiquement chargée. L'attaquant Taleb Abdel Mohsen, psychiatre né en Arabie Saoudite, vivant en Allemagne depuis 2006, n'était pas un extrémiste islamiste. Il s'était radiqué dans des idéologies d'extrême droite et anti-islam. Ses publications sur les réseaux sociaux louaient Wilders comme héros et montraient son soutien à l'AfD et à d'autres partis d'extrême droite. Cette révélation a créé une situation délicate pour les politiciens d'extrême droite à travers l'Europe qui avaient initialement tenté d'utiliser l'attaque pour appuyer leurs arguments anti-migration. Wilders a immédiatement posté « Terrible, quel terrorisme !» mais à mesure que les détails ont émergé, le récit est devenu plus complexe. L'incident de Magdeburg souligne un problème croissant, la montée de l'extrémisme d'extrême droite qui ne correspond pas aux catégories traditionnelles. Al-Abdul Mohsen représentait un nouveau type d'individu radicalisé, un immigré ayant adopté des vues anti-islam de l'extrême droite. Cela a créé une dissonance cognitive qui a compliqué les réponses cohérentes des partis d'extrême droite et de leurs opposants. Pour Wilders et les politiciens similaires, l'attaque est à la fois une opportunité et un défi. Ils peuvent l'utiliser pour dénoncer les dangers d'un contrôle migratoire insuffisant, tout en faisant face au fait que l'attaquant a été influencé par leur rhétorique. Apprendre la position actuelle de Wilders nécessite de saisir les calculs complexes de la politique de coalition néerlandaise. Même si son Freedom Party devient le plus grand parti avec environ 33 sièges, il lui faudra des partenaires pour atteindre les 76 sièges nécessaires à une majorité parlementaire. Le partenaire de coalition le plus probable est le mouvement des fermiers citoyens BBB qui soutient les politiques migratoires strictes et partage le scepticisme de Wilders envers l'Union européenne. Ce parti est né des protestations des agriculteurs néerlandais contre la réglementation environnementale et a maintenu une posture populiste et anti-establishment en ligne avec le message de Wilders. D'autres partenaires potentiels sont plus problématiques. Le Parti populaire pour la liberté de la démocratie, VVD, qui faisait partie de la précédente coalition avec Wilders, a vu son soutien diminuer. De nombreux électeurs et politiciens du VVD restent mal à l'aise avec des positions extrêmes de Wilders, notamment son appel à un arrêt total de l'immigration et sa rhétorique incendiaire contre les communautés musulmanes. Le Christian Democrats Appeal CDA est un autre partenaire possible mais difficile. Bien que ce parti se soit placé à droite pour l'immigration ces dernières années, sa direction reste prudente face à la rhétorique anti-religieuse et au style confrontant de Wilders. La base chrétienne du parti est également mal à l'aise avec certaines propositions extrêmes de Wilders. Cette arithmétique des coalitions explique pourquoi Wilders a modéré certaines positions récemment, au moins dans la présentation, si ce n'est dans le fond. Il reconnaît que pour gouverner réellement, plutôt que de protester depuis l'opposition, il doit paraître plus raisonnable pour ses partenaires potentiels. Cela a conduit à ce que certains observateurs appellent une normalisation de Wilders, un processus par lequel des positions extrêmes deviennent acceptables par exposition répétée et nécessité politique. La couverture médiatique des manifestations à La Haye et de la montée de Wilders révèle des schémas importants dans la manière dont différents médias présentent les mouvements d'extrême droite. Les médias européens traditionnels ont surtout insisté sur la violence et les éléments extrémistes, qualifiant souvent l'événement de riot d'extrême droite ou de rassemblement extrémiste. Mais ce cadrage omet des nuances importantes qui expliquent le succès continu de Wilders. Si des groupes extrémistes étaient présents et ont joué un rôle dans la violence, les sondages et interviews suggèrent
que de nombreux participants étaient des citoyens ordinaires frustrés par le coût du logement, les pressions migratoires et ce qu'ils perçoivent comme l'indifférence du gouvernement. Ce décalage entre la perception médiatique et la perception publique est devenu récurrent dans la politique européenne. Lorsque les médias traditionnels rejettent des mouvements entiers comme extrémistes, ils valident souvent le récit de ces mouvements, que les citoyens ordinaires sont ignorés ou diabolisés par les institutions, élites, y compris les médias. Wilder exploite habilement cette dynamique. Il pointe régulièrement ce qu'il appelle une couverture médiatique biaisée comme preuve que l'establishment tente de faire taire les préoccupations légitimes sur l'immigration et l'identité nationale. Sa présence sur les réseaux sociaux avec des centaines de milliers de followers lui permet de contourner les filtres médiatiques traditionnels et de communiquer directement avec ses partisans. L'aspect guerre de l'information dépasse la politique domestique néerlandaise. Les opérations d'influence russe et autres ont été documentées, amplifiant les messages d'extrême droite à travers l'Europe, incluant le soutien à des partis comme le Freedom Party de Wilders et l'AfD allemande. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'un contrôle direct, l'alignement des intérêts crée des opportunités de manipulation que les services de sécurité européens apprennent encore à contrer. Derrière le drame politique et la violence des manifestations se cachent des pressions économiques et sociales plus profondes qui expliquent pourquoi les partis d'extrême droite comme le PVV gagnent un terrain en Europe. Les Pays-Bas, malgré leur réputation de prospérité et d'harmonie sociale, font face à des défis que les partis traditionnels ont eu du mal à résoudre efficacement. La crise du logement est particulièrement aiguë, surtout dans les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam et La Haye. Les jeunes néerlandais trouvent de plus en plus difficilement à se loger ou à louer un appartement, tandis qu'ils constatent que les demandeurs d'asile et immigrants bénéficient de logements fournis par le gouvernement. Cela crée un ressentiment que Wilders exploite habilement, même si la pénurie de logements a des causes bien plus complexes que l'immigration. Les pressions sur le marché du travail jouent également un rôle. Bien que le chômage reste relativement bas, de nombreux travailleurs estiment que leurs salaires n'ont pas suivi la hausse du coût de la vie. En même temps, certains secteurs dépendent fortement de la main-d'œuvre immigrée, ce qui crée une concurrence et une pression à la baisse sur les salaires. Les inquiétudes culturelles ajoutent une couche supplémentaire. Les Pays-Bas ont connu des changements démographiques significatifs au cours des dernières décennies, avec de grandes communautés d'immigrants venant de Turquie, Maroc, Somalie et d'autres pays majoritairement musulmans. Si beaucoup sont bien intégrés, les différences culturelles visibles et les défis d'intégration ont créé un terrain pour que des politiciens comme Wilders affirment que l'identité et les valeurs néerlandaises sont menacées. La pandémie de Covid-19 et les perturbations économiques qui ont suivi ont exacerbé ces tensions, touché disproportionnellement les petites entreprises et les emplois de la classe ouvrière, tandis que les ressources gouvernementales étaient étirées. Beaucoup ont senti que leurs besoins étaient négligés, alors que l'attention et les ressources étaient consacrées aux réfugiés et à l'immigration. Le succès de Wilders et d'autres politiciens d'extrême droite a des implications au-delà de la politique nationale. S'il réussit à former un gouvernement après les élections d'octobre, ce serait une étape majeure dans la normalisation de l'extrême droite en Europe occidentale. Pour l'Union européenne, un gouvernement dirigé par Wilders compliquerait la coordination politique, notamment sur l'immigration, le climat et le soutien à l'Ukraine. Bien que Wilders ne soit récemment éloigné de ses appels à un exit, la sortie totale des Pays-Bas de l'Union européenne, son parti reste profondément sceptique à l'égard de l'intégration européenne et pourrait s'opposer à de nombreuses initiatives de l'Union européenne. La relation avec l'OTAN pourrait également devenir plus compliquée. Wilders a exprimé son admiration pour Vladimir Poutine par le passé et a critiqué le soutien militaire à l'Ukraine, même si ses positions sont devenues moins explicites récemment. Un gouvernement incluant son parti pourrait réduire les contributions néerlandaises à la défense ukrainienne ou créer des obstacles aux opérations de l'OTAN. Peut-être plus important encore, le succès de Wilders
pourrait servir de modèle pour les partis d'extrême droite dans d'autres pays européens si son Freedom Party parvient à passer d'un mouvement de protestation à un parti au pouvoir. Cela démontrerait que la politique d'extrême droite peut devenir mainstream grâce à la persistance et à la modération stratégique. L'AfD allemande suit particulièrement de près la situation néerlandaise, bien que la culture politique et la dynamique des coalitions en Allemagne diffèrent de celle des Pays-Bas. Les dirigeants de l'AfD voient la trajectoire de Wilders comme la preuve que les partis d'extrême droite peuvent finalement percer le cordon sanitaire que les partis traditionnels tentent de maintenir contre eux. Marine Le Pen en France étudie également le modèle Wilders. Son Rassemblement national a déjà fait des progrès significatifs lors des élections récentes et elle se prépare pour une nouvelle candidature présidentielle en 2027. Le succès de Wilders à former un gouvernement néerlandais offrirait une légitimité supplémentaire à ces affirmations selon lesquelles la politique d'extrême droite représente l'avenir de la démocratie européenne. Les événements du 20 septembre à La Haye n'étaient pas de simples manifestations isolées, ils étaient le symptôme de changements profonds qui redessinent la politique européenne. Geert Wilders a passé près de 2 décennies à construire son mouvement, passant de la marge politique au centre de la politique néerlandaise, et il est maintenant plus proche que jamais du pouvoir réel. Que vous souteniez ou non sa politique, la montée de Wilders représente quelque chose de significatif, le succès d'une stratégie politique qui combine des préoccupations légitimes sur l'immigration et le changement culturel avec des appels populistes à la frustration de la classe ouvrière et au nationalisme. Cette combinaison s'est avérée efficace non seulement aux Pays-Bas, mais à travers l'Europe et au-delà. Les élections du 29 octobre seront cruciales non seulement pour les Pays-Bas, mais pour l'orientation future de la politique européenne. Si Wilders réussit à former un gouvernement, cela enverra un signal clair. La politique d'extrême droite est désormais une caractéristique permanente du paysage européen. S'il échoue, cela pourrait démontrer les limites des appels populistes dans les systèmes démocratiques stables. Il est clair que les partis traditionnels de centre-gauche et de centre-droit qui dominent la politique européenne depuis des décennies peinent à répondre efficacement aux défis identifiés par des politiciens comme Wilders. Tant qu'ils ne trouveront pas de meilleures réponses aux questions sur l'immigration, l'intégration culturelle, les inégalités économiques et l'identité nationale, les alternatives d'extrême droite continueront de gagner du terrain. L'histoire de Geert Wilders et des Pays-Bas est loin d'être terminée. C'est une histoire qui façonnera non seulement la politique néerlandaise, mais aussi l'avenir de la démocratie à travers l'Europe. Restez informés, restez engagés et rappelez-vous, en démocratie, chaque vote compte. Qu'en pensez-vous de ces développements ? Assistons-nous à un changement fondamental dans la politique européenne ou n'est-ce qu'un cycle de politique populiste qui finira par s'éteindre ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses politiques approfondies qui vont au-delà de ces gros titres.